Mao Fanchini. Bonjour Jean-Philippe Denis. Mao Fanchini, vous êtes maîtresse de conférences à l'université Paris-Est-Créteil, membre de l'IRG, l'Institut de recherche en gestion, l'université Paris-Est. Auteur, édition de l'Aube, Tous pourris, point d'interrogation. Voilà, on va dire tout de suite, c'est pas du tout un ouvrage complotiste, etc., etc., ni populiste. Vous traitez des politiques face à la justice et la construction du discours quand les politiques sont mis en cause par la justice. Voilà. Vous êtes une spécialiste des lanceurs d'alerte, notamment. Alors, j'ai envie de vous poser la question brutalement. Voilà, je suis mis en cause, Mao Fanchini, par la justice. J'ai intérêt à lire votre ouvrage parce que vous allez m'apprendre comment je peux construire mon irresponsabilité. Oui, alors je vous invite évidemment à lire cet ouvrage qui part d'un sentiment. En fait, je voulais interroger un sentiment de déjà-vu lorsque nous sont donnés à voir des hommes politiques qui sont mis en cause par la justice dans les médias. Je ferai face à toutes mes responsabilités, je n'ai jamais trahi la confiance des Français, s'il y a une erreur, je la reconnaîtrai. Donc ces phrases, en fait, qui mises bout à bout, semblaient vides de sens, en fait. Et donc je voulais vraiment utiliser une forme d'analyse de discours pour essayer de comprendre comment les hommes politiques, lorsqu'ils sont mis en cause, quels sont les registres de défense qu'ils mobilisent. Et donc, en fait, l'analyse de ces phrases montre que les hommes politiques entretiennent eh bien, un traitement, un rapport différencié à la norme. Ils ne se perçoivent pas comme délinquants. Et donc, c'est pour ça qu'ils mobilisent en fait des registres de discours qui semblent complètement différents de celui que pourrait utiliser le tout venant lorsqu'il est lui-même mis en cause par la justice. Premier registre, c'est le déni. Oui. Ah. C'est pas possible qu'il soit délinquant, donc il nie qu'il puisse y avoir un problème en fait. Oui, tout à fait. En fait, il faut voir que le milieu politique est un milieu professionnel comme un autre, avec ses normes, ses habitudes, ses routines, et que dans le cadre de ce milieu, la norme n'est pas, enfin la transgression à la norme est aménagée, puisque le milieu politique est proche, par définition, des milieux de production des lois, et donc il contribue à aménager des espaces de transgression des lois. Donc il y a une grande incrédulité quand l'homme politique est mis en cause par la justice, qui est feinte ou réelle. Ils ne se perçoivent pas comme délinquants, et ceux qui s'appliquent à eux, ceux qui s'appliquent aux autres ne doivent pas s'appliquer à eux. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes de défense. Donc, dans le livre, j'en cite 10, mais je peux vous en citer que 4 peut-être. Il va y avoir l'idée de nier. Et en fait, l'homme politique qui est mis en accusation, il est sur une ligne de crête parce qu'il doit défendre la grandeur de sa stature, son engagement pour la nation. Et donc, il peut pas perdre trop de temps à se défendre pour des peccadilles. Ça, c'est des mots qu'on va employer. Donc, en fait, il faut brouiller les pistes, il faut rendre inintelligible la fraude, il faut la vider de son caractère transgressif. Dans le milieu, tout le monde faisait ça dans le milieu politique à l'époque, la renvoyer dans le passé. Donc ça, c'est un ensemble de mécanismes qui contribuent à faire que la fraude n'est pas perçue comme une fraude, une transgression de la norme, mais bien comme une erreur, un accident de parcours, une phobie administrative, même pour certains. Donc il faut voir aussi que les hommes politiques sont rompus aux règles de droit, ils fréquentent les milieux de droit, et donc ils ont aussi, il y a un rôle très très important du réseau. Quand un homme politique est mis en cause, les journalistes écrivent, les pairs vont monter au créneau pour défendre l'homme politique. Ils ont accès à des ressources en termes de droit qui sont la pointure, l'excellence du droit. Donc ils vont brouiller, ils vont contribuer à rendre la fraude inintelligible pour le grand public, multiplier les questions prioritaires de constitutionnalité, faire appel lors des procès. Et tout ça va permettre de développer ce qui est un petit peu moins perçu, mais qui me semble un axe très important, c'est comment est-ce que les hommes politiques vont jouer avec la dimension temporelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont annoncer qu'ils espèrent au plus vite pouvoir se rendre à la convocation du juge pour faire toute la lumière sur les faits qui leur sont reprochés, défendre leur honneur. Mais en même temps, ils vont mobiliser les recours pour repousser l'éventualité d'un procès, donc le procès n'ait pas lieu. Et plus intéressant encore, lorsque ce procès aura lieu, bien longtemps après les faits, parfois 27 ans après, pour un procès qui s'est tenu il y a 1 an ou 2, eh bien, il y a la question de l'exécution de la peine, en fait, vaut-elle encore le coup 27 ans après les faits? Donc voilà, on voit comment un ensemble de mécanismes sont mobilisés. Et en fait, ça c'est bien décrit par la sociologie des élites et de la délinquance des élites, qui est un objet de recherche assez jeune en fait, parce que pendant longtemps la délinquance des élites n'existe pas en fait. La délinquance, c'est nécessairement celle du tout venant. Il y a une ambiguïté même dans la réaction sociale. En fait, on perçoit la délinquance des élites comme moins violente et moins nocive pour la société que la délinquance du tout venant, que l'agression physique par exemple. Donc ça, évidemment, c'est encore dans l'entretien différencié. Il est aussi dans la réaction sociale en fait. Un autre point dont vous traitez également, c'est qu'ils se victimisent
Et en fait, il n'y a pas de victime. Oui. Voilà, on a du mal à identifier la victime. Et donc, ce sont eux les victimes. Oui, alors plus que victimes, ils sont ce que Pierre Lacombe, qui est spécialiste du sujet, il parle de coupable innocent. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les hommes politiques, lorsqu'ils sont condamnés, ils sont coupables, mais ce sont des coupables innocents. En fait, la condamnation, normalement, avec la condamnation, vient une forme de dégradation sociale. Si vous et moi, dans notre milieu universitaire, on est condamnés, c'est plutôt mal perçu. On pourra plus percevoir des avantages et qui sont liés, ou des ressources qui sont liées à notre fonction. Et bien, c'est pas le cas pour les hommes politiques, c'est-à-dire même condamnés, ils continuent à jouir des avantages liés au prestige de la fonction. Donc, on a des exemples d'hommes politiques qui ont été condamnés, qui ont dirigé leur mairie depuis leur cellule. Donc ça, c'est vraiment tout à fait spécifique aux élites politiques qui arrivent en fait à tenir à distance le stigmate de la délinquance. Et qui ont des moyens médiatiques, évidemment. Il y a un usage des ressources médiatiques qui ne sont pas celles du commun des mortels. Tout à fait. Un accès aux ressources médiatiques, aux ressources du droit, aussi au réseau, avec des pairs qui sont aussi qui ont une haute fonction publique en général. Donc effectivement, c'est des ressources en elles-mêmes. Mais je crois vraiment en amont, il y a aussi un travail sur la production des lois, un rapport différencié à la norme. C'est-à-dire qu'on produit la loi, mais on produit aussi des espaces d'aménagement de la norme qui sont spécifiques au milieu politique. Bien sûr. Alors j'évoquais que ce n'est pas du tout un ouvrage complotiste, voilà, le tous pourri, c'est pas du tout ce que vous dites, hein. Vous dites pas du tout ils sont tous pourris, etc. Ce qui vous intéresse, c'est finalement au fond l'inégalité face à la justice. Oui, en fait, je crois que j'avais un souhait un peu candide peut-être en écrivant cet essai, c'était que, si vous voulez, quand on s'intéresse à la politique et qu'un homme politique est mis en cause, on a envie de l'entendre se défendre et on a envie d'avoir accès à une forme de vérité. Or, ces phrases creuses, enfin, que je qualifie de creuses, vides de sens, elles sont agaçantes en fait. Et je crois que je voulais les brocarder en fait, de façon un peu exhaustive, avec l'espoir finalement de diluer, de pousser un peu dans leur retranchement les hommes politiques qui seront mis en cause dans le futur, les pousser à aller plus loin dans les éléments de langage qu'ils nous proposent, qu'ils soient obligés de produire un discours qui s'approche un petit peu de la vérité pour diluer toutes ces phrases du brouhaha médiatique en fait, qui contribue précisément à rendre inintelligible la compréhension de la transgression. Bien sûr. Un champ à explorer, à creuser absolument entre management et droit, voilà. Généralement, quand ils sont mis en cause, ils ont commis une faute morale, mais pas une faute pénale. Oui, voilà, par exemple, effectivement. La faute morale, c'est une des grandes lignes de défense que l'on a retrouvées dans toutes les affaires que nous avons tous en tête. Merci Mao Franchini. Merci Jean-Philippe Denis.